Alors, fuir seul vers le seul, fugemonou prosmonon en grec, cet impératif-là, qui est aussi un cri, l'un des grands cris philosophiques dont parle Deleuze, c'est sur lui que se clôt le traité 9 des Énéades de Plotin. C'est aussi l'un des grands impératifs mystiques, avec encore cet autre, retranche toute chose, aphélé panta. Un double impératif donc de soustraction et de solitude, mais aussi un impératif paradoxal, du moins celui-ci, fuir seul vers le seul, puisqu'il vise une autre solitude avec laquelle il doit rendre possible une relation. Cette autre solitude étant celle de ce que Plotin nomme le premier principe, l'imbien, l'absolu. Alors je voudrais, pour répondre à l'invitation de Dominique Bondu, suivre cette ligne de fuite, qu'ouvre l'injonction de Plotin, voir quel espace elle ouvre chez lui, quels échos elle trouve chez Maître Eckhart et chez Georges Bataille, mais pas seulement. Je voudrais encore voir, au moins un peu, quelle relation cet espace entretient avec celui de l'écriture. Si Plotin est l'un des philosophes que j'ai le plus fréquenté, ce n'est évidemment pas tout à fait par hasard. Il y a chez lui, comme chez d'autres sur lesquels j'ai travaillé, des architectures, des inventions conceptuelles, des décisions et des ruptures qui me fascinent. Mais pas seulement. Il y a aussi eu d'emblée, je crois, quelque chose d'impur, ou disons de pas purement philosophique, dans cette fascination. D'abord, l'évidence d'une langue. La langue plotinienne est très étrange, à la fois âpre, parfois brève, urgente, inquiète, hachée, à d'autres moments fluide, ample, presque liquide. D'abord donc l'évidence d'une langue. Ensuite le soupçon que ce qui se disait là, dans les textes de Plotin, avec à la fois acharnement et réticence, et toujours comme une victoire sur la tentation du silence, le soupçon donc que ce qui se disait là cryptait mon, ou peut-être tout rapport à l'écriture. Je dis peut-être tout rapport à l'écriture parce que je crois, et je dis ça comme un constat, pas comme une apologie, parce que ça pose un certain nombre de problèmes éthiques et politiques, mais bon voilà, c'est comme ça. Je crois donc que la mystique et l'écriture, ou en tout cas le mystique et l'écrivain, ont en commun ce qu'on pourrait appeler la quête de l'intensité maximale. Alors, mystique ici, évidemment, je ne l'entends pas en un sens confessionnel. Ça vaut aussi pour ce qu'on a appelé la mystique sauvage, les courts-circuits, par exemple, de la drogue ou du sexe. La quête, donc, de la plus grande intensité vitale, de ce que Robert Musil appelle l'autre état, et que décrit assez bien cet autre paradoxe plotinien, c'est quand on n'a plus conscience de soi-même, qu'on est le plus soi-même. Alors, cet espace commun à la mystique et à l'écriture, je l'avais ici, il y a 2 ans, abordé autrement, à travers justement la question du sujet de l'écriture, de ceux ou cette personnes à qui, selon Kafka et Blanchot, en est confié le mandat. J'avais essayé de décrire ce personne ou cette personne comme un nous ou un il, certainement plus que comme un je, de dire que l'on n'écrit que sous la condition d'une ouverture ou une espèce de porosité à tous les autres qui disent je en nous. Alors poser de nouveau cette question de la relation entre mystique et écriture à travers cette fois le problème de la solitude, c'est d'une certaine façon en inverser les termes. Ce n'est plus s'intéresser à la foule intérieure, mais à la sécession. Ce n'est plus s'intéresser à toutes les voix auxquelles prêter l'oreille en soi, mais au silence. Et pourtant, et c'est ça qui m'intéresse, il y a bien un lieu où tout ça, la foule intérieure et son brouhaha, la solitude et le silence, où tout ça communique. C'est à peu près ce que dit Deleuze, que je cite. Quand on travaille, on est forcément dans une solitude absolue. On ne peut pas faire école, ni faire partie d'une école. Il n'y a de travail que noir, clandestin. Seulement, c'est une solitude extrêmement peuplée. C'était le titre d'intervention de Laurent Génie l'autre jour. Alors là, on est du côté lumineux, solaire de la solitude, qui fait de l'intensification du rapport à soi, lequel, dont je l'ai dit, va de pair avec un dépassement de la conscience ordinaire de soi, qui fait donc de l'intensification du rapport à soi le moyen d'une relation au monde, à l'autre, et même au tout autre, à ce qui, chez Plotin, se révèle dans l'expérience mystique. Mais il y a aussi chez Plotin une autre face de la solitude, une dark side, cette fois, de la solitude, qui, elle, se révèle dans l'après de l'expérience mystique, et dans la découverte que cette expérience, il est à la fois nécessaire et impossible de la dire, que le langage est à la fois obstacle et moyen, à la fois poison et remède, à la fois ce qui transmet et ce qui trahit. Alors cette solitude-là,
ou peut-être plutôt cet isolement, éprouvé depuis la nécessité du dire et de l'écrire, m'intéresse plus que la première. C'est d'abord à celle-ci que je veux en venir. Justement, je n'y viendrai pas d'emblée. Ces deux faces, la lumineuse et l'obscure de la solitude plotinienne, correspondent, je crois, aux deux grands mouvements qui animent le réel plotinien. L'ascension vers l'un, vers le premier principe, donc la fuite seul vers le seul, et la descente. On peut leur associer à ces deux mouvements les deux grandes questions qui régissent la pensée de Plotin. Comment d'ici retourner là-bas et comment revenir ici après avoir été là-bas. Comment revenir ici après avoir été là-bas. De ces deux questions, de nouveau, celle qui m'intéresse le plus, c'est la seconde. En gros, ce qui m'intéresse chez les mystiques, c'est la descente, plus que la montée. Et si elle m'intéresse, c'est parce que cette question du revenir ici est, je crois, en grande partie celle de l'écriture. D'ailleurs, on pourrait ici, sans trop de dommages, traduire Plotin en Beckett, je cite l'innommable, « Revenir est long, je ne sais pas d'où ». Alors la première solitude, la solitude lumineuse, la bright side, elle est à plusieurs égards paradoxale. D'abord parce qu'elle opère non pas tant contre les autres que contre soi-même. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce que la première expérience de soi que fait le sujet grec, contrairement au sujet moderne ou au sujet lévinassien dont parlait hier Gilanus, la première expérience que fait de soi le sujet grec, ce n'est pas celle du solipsisme, d'une conscience irréductiblement séparée de soi, pardon, pas de soi, du monde et des autres, c'est à l'inverse celle d'une intériorité multiple, fragmentée, étagée. Nous sommes plusieurs, dit Plotin. Ou encore, ça c'est Aristote qui le dit, l'âme est en quelque sorte tous les êtres. Le réel entier se dispose en nous. Nous sommes traversés par toutes les puissances du vivant, depuis la plante jusqu'au Dieu. Nous sommes, ça c'est Empédocle qui le dit, à la fois démons, jeunes filles et muets poissons de mer. Et ce territoire intérieur est à la fois encombré et extrêmement bruyant. Ça gronde, ça crie, ça gémit, c'est littéralement assourdissant. On n'entend rien d'autre, on ne s'entend plus soi-même. C'est ce que Plotin appelle le torubos, le vacarme, et qu'il associe à ce qu'il appelle le composé, c'est-à-dire le corps vivant, ce mixte improbable, impensable, ce l'un et l'autre ensemble, synamphothéron en grec, que forment le corps et l'âme. Donc c'est le corps qui est à cri. J'ouvre une parenthèse, il y en aura d'autres, pour dire que je ne fais rien d'autre, d'une certaine façon, qu'écrire sur le corps, désirant, enfermé, en fuite, enraciné, explosé, etc. Partage, dont j'ai lu avant-hier des extraits, c'est cela, c'est un livre sur les corps et sur les fantômes. Mais justement, on n'écrit pas comme on crie. On peut écrire sur la faim, sur le désir, sur la maladie, sur la torture, mais pas à partir d'eux. Ce refus platonicien du corps, il est de toute façon difficile à entendre pour un contemporain. Il le devient peut-être un peu moins si on comprend que pour Plotin, le régime du corps est celui de l'aliénation et du besoin. Du même coup, c'est à la fois le régime d'une dépendance involontaire et de la séparation. Et c'est contre ces deux termes apparemment contradictoires, la dépendance et la séparation, que va opérer cette première solitude plotinienne, la solitude donc lumineuse. La dépendance involontaire, Plotin, après les stoïciens, la nomme sympathie. C'est ce qui fait qu'à travers nos corps et les âmes végétatives et sensitives qui les animent, nous sommes une parcelle de l'univers. Ce qui en nous, comme en tout vivant, plante ou animal, croît, se nourrit, se reproduit, éprouve, sent sans conscience, etc. Tout cela est régi en nous parce que Plotin appelle l'âme du monde et qui nous lie sourdement à tous les autres vivants, qui nous insère avec eux dans un même réseau de passions, de pulsions, de palpitations, de forces sourdes, qui sont, dit Plotin, de l'ordre de la magie, de l'influence, du sortilège. La sympathie, la sympatheia, c'est-à-dire étymologiquement en grec le fait de souffrir ou d'éprouver en commun, le fait d'être affecté par les mêmes pathos, par les mêmes chocs sensibles, la sympathie, c'est en fait quelque chose comme une communauté par le bas. C'est une communauté dans ce qu'on pourrait appeler, avec Giorgio Agamben, la vie nue. On est ici, pour reprendre des catégories qu'Agamben encore emprunte à Hannah Arendt, on est ici dans l'ordre de la Zoé,
et non du bios. C'est-à-dire qu'on est dans l'ordre de la perpétuation du cycle biologique et non de l'existence voulue et décidée. On est du même coup dans un ordre infra-éthique et infra-politique, puisque ceux qu'il concerne ne sont pas ou pas encore des sujets, à proprement parler. Or, ce régime du corps et de la sympathie, ça c'est le premier paradoxe que je voudrais souligner, ce régime du corps et de la sympathie est aussi et indissociablement celui de la séparation. Le besoin, la faim, le froid, la chaleur, la peur, etc., à la fois établissent une communauté organique entre les autres et moi et me dressent contre eux. Si nous sommes ensemble affamés, épuisés, etc., je n'éprouverai pas cette communauté ou cette sympathia. J'aurai juste la tentation de voler l'assiette de soupe, le morceau de pain du voisin. Et je n'y résisterai que dans la mesure de la volonté qui persiste en moi de rester humain. On le sait. Et si on l'a oublié, on peut par exemple relire Robert Antelme. Cette fausse communauté, c'est d'ailleurs aussi celle dont il parle dans un texte somptueux sur la nuit. Un texte sur une nuit de Noël, le ciel noir partout, sur la baraque des SS comme sur celle des déportés, et qui pourrait faire croire un instant, ce ciel noir, que tout est pareil, que tout se confond. C'est la nuit où toutes les vaches sont grises, de la préface de Hegel à la phénoménologie de l'esprit. C'est la nuit où s'abolit toute contradiction. On peut brûler des enfants sans que la nuit remue, écrit Antelme dans l'espèce humaine, mais l'histoire se moque de la nuit qui voudrait dans l'instant supprimer les contradictions. Autrement dit, l'histoire doit rendre possible une autre communauté qui ne soit pas celle nocturne et en vérité scandaleuse de l'indifférence et de la confusion. Alors, d'une façon frappante, Plotin associe le langage à cette communauté par le bas, à cette communauté qui est en fait une séparation. Si l'on parle, si l'on se parle, c'est selon Plotin parce qu'on a un corps et parce qu'on est dans le temps. Avoir un corps et être dans le temps, ça veut dire, fondamentalement pour lui, ça veut dire être morcelé, être parcellisé, être assigné à un fragment de matière au lieu d'être tout à la fois, être assigné à la succession, à l'ordre de l'avant et de l'après, au lieu d'avoir tout à la fois. Et du coup, on parle. Donc on parle, on discourt. On passe dans le régime du discursif, qui pour Plotin définit à la fois l'ordre du langage, celui de la conscience et celui du sujet. On égrène laborieusement, mot après mot, ce qui, dans ce lieu que Plotin nomme là-bas, ce qui est tout entier, immédiatement saisi et partagé dans l'unité de l'intuition. Alors, je vais vous lire un texte de Plotin qui dit ça. Quant au langage, on ne doit pas non plus estimer, à mon avis, que les âmes en usent tant qu'elles sont dans l'intelligible ou tant qu'elles ont leur corps dans le ciel. Car les âmes, accomplissant alors chacun de leurs actes d'une manière ordonnée et conforme à la nature, n'ont ni ordre ni conseil à donner, et elles se comprennent mutuellement par une présence immédiate. Car même ici-bas, lorsque les gens gardent le silence, nous pouvons comprendre beaucoup de choses par les regards. Mais là-bas, le corps tout entier est pur, chacun est comme un œil, rien n'est caché ni contrefait, il suffit de voir quelqu'un pour comprendre sa pensée avant qu'il n'ait parlé. Alors, je remarque au passage que Plotin pense ici le langage, disons, ordinaire, sous la modalité de l'ordre et du conseil. C'est-à-dire que le langage sensible est essentiellement impérieux, hiérarchique. Il établit une relation de pouvoir ou de domination, une hiérarchie, c'est-à-dire le contraire d'une communauté. Alors la première solitude, la solitude lumineuse, elle opère d'abord contre tout cela, contre ce double régime de la sympathie et de la séparation. Sa figure principale, c'est l'autarcie. Et en même temps, cette autarcie ne se conquiert qu'à condition que l'on se sépare de quelque chose de soi. C'est-à-dire que cette solitude mystique, elle se gagne d'abord contre soi-même. C'est d'abord de soi-même qu'il faut s'isoler. C'est-à-dire qu'il faut faire sécession, il s'agit de faire sécession de ces étrangers intimes que sont le corps, les âmes et la conscience qui leur sont liées, la multitude intérieure, tout ce vacarme, tout ce torubos que je décrivais tout à l'heure. Et c'est là où les deux grands impératifs mystiques, fuir seul vers le seul et retranche toute chose, retranche tout, s'articulent.
Pour devenir ce seul singulier à même de fuir vers le seul absolu, il faut tout retrancher. C'est-à-dire il faut pratiquer sur soi une opération de soustraction. Mais cette soustraction, pour Plotin, est indissociablement gain d'être. Car le corps, Plotin le pense comme une addition soustractive, par laquelle, devenant quelqu'un, devenant un individu, on est un peu moins. Je lis encore un texte de Plotin. Parce que précisément quelque chose s'était ajouté à toi en plus du tout, tu étais devenu moindre que le tout par cette addition même. Car cette addition n'était pas une addition appartenant à l'ordre du tout. Qu'ajouterait-on, en effet, à ce qui est tout ? Mais une addition qui était addition de non-être. Devenu quelqu'un, et précisément par une addition de non-être, on n'est plus le tout, sauf si l'on rejette le non-être. Donc vous voyez qu'en un sens, il s'agit de se séparer de ce qui préside au régime de la séparation. Il s'agit de se séparer du corps, c'est-à-dire de cette addition de non-être qui fait de chacun un chacun, c'est-à-dire un non-tout ou un pas-tout. Le travail de retranchement, d'épure, obéit à ce projet. Mais ce qu'on va soustraire, c'est du non-être. C'est-à-dire qu'on va pratiquer une opération au terme de laquelle moins et moins feront plus. C'est ce que Plotin appelle sculpter sa propre statue. Je lis. Reviens en toi-même et vois. Et si tu ne t'es pas encore vu toi-même comme beau, fais comme le sculpteur d'une statue qui doit devenir belle. Il enlève ceci, il a gratté cela, il a rendu lisse tel endroit, pur tel autre, jusqu'à ce qu'il ait fait apparaître un beau visage sur la statue. De la même manière, enlève, toi aussi, tout ce qui est superflu, et redresse tout ce qui est tordu, purifie tout ce qui est obscur, puis travaille à le rendre brillant, et ne cesse pas de sculpter ta propre statue. Maître Eckhart fait écho à Plotin, je le lis. J'ai eu parfois recours, moi aussi, à une comparaison très simple. Quand un maître fait une statue en bois ou en pierre, il n'introduit pas l'image dans le bois. Il enlève, au contraire, les éclats qui couvraient et cachaient la statue. Il n'ajoute pas au bois, il lui enlève quelque chose. Il fait tomber sous son ciseau tout l'extérieur et fait disparaître la rouille, et alors peut resplendir ce qui se trouvait caché au-dedans. Et Maître Eckhart énumère ce qui est ainsi soustrait, la corporalité, la multiplicité, la temporalité. Ce qui revient à dire, là encore, la soustraction, le retranchement opère sur le néant. Le néant, pour Eckhart, qui écrit, vous le savez, dans un horizon chrétien, et non plus païen comme Plotin, même s'il est en fait dans une sorte de tangente, de marge. Le néant, pour Eckhart, ce n'est plus tant la marque, comme pour Plotin, de l'écart entre totalité et particularité, que de l'écart entre infini et créature. C'est la marque même de la créature. Ce qui fait la créature, c'est le néant. Bon. Donc, dépouillé du néant, l'homme est en même temps dépouillé, délivré de son statut de créature. Il reste que, comme chez Plotin, l'effort de dénuement est en même temps gain d'être. C'est ce que Eckhart, lui, nomme le dé-devenir, Entwerden. Et ainsi, écrit Eckhart, si vous voulez être sans différence, séparez-vous du néant. Alors cette image commune à Plotin et à Eckhart de la statue qui surgit une fois dépouillé le néant qui la recouvre et l'alourdit, je la lis encore chez Genet, dans l'atelier d'Alberto Giacometti, à mon avis l'un des plus beaux textes qui soit sur la solitude. Parce que c'est ainsi, en fait, que Genet décrit le travail de Giacometti, comme ce qui fait advenir la solitude au sein du bronze ou sur la toile. Giacometti, peintre et sculpteur, isole et par là capture la singularité, la blessure secrète et la royauté de chaque être, de n'importe quel objet. Je lis un extrait de l'atelier d'Alberto Giacometti de Jean Genet. Un visage vivant ne se livre déjà pas si facilement. Pourtant, l'effort n'est pas trop grand pour en découvrir la signification. Je crois, je me hasarde, qu'il importe de l'isoler. Si mon regard le fait échapper à tout ce qui l'entoure, si mon regard, mon attention, empêche que ce visage se confonde avec le reste du monde et qu'il s'évade à l'infini en signification de plus en plus vague, hors de lui-même, et si, au contraire,
Cette solitude est obtenue par laquelle mon regard le coupe du monde. C'est sa seule signification qui va affluer et s'entasser dans ce visage, ou cette personne, ou cet être, ou ce phénomène. La solitude, comme je l'entends, poursuit Genet, ne signifie pas condition misérable, mais plutôt royauté secrète, incommunicabilité profonde, mais connaissance plus ou moins obscure d'une inattaquable singularité. De la même façon, ce qui, chez Plotin et Maître Eckhart, est atteint au terme de ce travail de sculpture de soi, c'est une solitude royale, c'est une solitude pleine et profuse. On y est dépouillé de tout entour, mais on y est aussi débarrassé de soi. On y est débarrassé du corps, mais aussi de la mémoire, de l'imagination, de ce langage impérieux, hiérarchique dont je parlais tout à l'heure, de la conscience. On n'éprouve plus, on ne se souvient plus, on n'a plus besoin de parler, on ne sait même plus qui l'on est. L'âme bonne est oublieuse, écrit Plotin. Elle est légère et toute seule. Par exemple, Socrate remonté à l'intellect ne se souvient pas qu'il est Socrate, ni qu'il a fait de la philosophie. Dans cet état, dit Plotin, c'est un texte que j'avais cité, je crois, il y a 2 ans, nous ne sommes plus nous-mêmes qu'en puissance, nous nous confondons avec ce que nous contemplons. Nous ne sommes plus nous, nous sommes les êtres. Le nôtre et nous reviennent alors à l'être. Et Plotin poursuit, nul ne peut dire, jusque-là, c'est moi. Alors, ce lieu-là, c'est le lieu de la première expérience mystique, celle qui advient, il faut se représenter ce réel gradué qu'est le réel plotinien, celle qui advient une fois rejoint le deuxième principe, celui que Plotin nomme le nous ou l'intellect, qui est en fait la totalité organique des intelligences, des formes intelligibles, mais qui est aussi le mouvement et la vie qui les parcourt. Donc on a l'imbien d'abord, le premier principe, et l'intellect, deuxième principe. Cette expérience de l'intellect, Plotin la décrit à la première personne, ce qui est très singulier pour un auteur ancien, dans un texte essentiel qui est aussi le texte où est formulée cette question clé, comment revenir ici après avoir été là-bas. Alors je lis cet extrait, ce tout début en fait de la 6e Énéade. Souvent, m'éveillant de mon corps à moi-même, devenu alors extérieur à tout le reste et intérieur à moi-même, contemplant alors une beauté merveilleuse, sûr alors d'appartenir au plus haut point au monde supérieur, ayant vécu la vie la plus noble, étant devenu identique au divin, m'étant fixé en lui, étant parvenu à cette activité suprême et m'étant établi au-dessus de toute autre réalité spirituelle, quand, après ce repos dans le divin, je retombe de l'intellect au raisonnement, je me demande comment j'ai pu jamais, et cette fois encore, descendre ainsi. Comment mon âme a pu jamais venir à l'intérieur d'un corps, si déjà, lorsqu'elle est dans un corps, elle est telle qu'elle m'est apparue. Donc comment ai-je pu descendre ainsi ? Bon, je reviendrai plus tard à la descente. Cette expérience, pour le moment, cette première expérience mystique, c'est celle, vous l'entendez, d'une vigilance, d'une intensité vitale extrême aussi, en même temps que d'une pure beauté. C'est l'expérience aussi d'une extériorité à toute chose et d'une pure intériorité à soi. Et on a là, je crois, peut-être la formule de la solitude, de l'heureuse solitude mystique. Être étranger à tout, y compris à ce qu'avant de le retrancher, on croyait être soi, mais qui n'était en fait qu'une surface poreuse entre les autres et moi, que le moyen de leur emprise. Être étranger à tout, donc, en même temps que pleinement présent à soi. Mais c'est là aussi que se noue ce que l'on peut appeler le paradoxe mystique. Car cette solitude-là est à la fois intensification du rapport à soi et perte de la conscience de soi. Le paradoxe mystique, donc, se formulerait ainsi, c'est quand on n'a plus conscience de soi que l'on est le plus soi-même. C'est ce lieu-là que Plotin décrivait, où l'on ne peut plus dire « jusque-là, c'est moi », et où en même temps, on s'éprouve pleinement soi. Le sentiment de pure présence vient se substituer à la conscience. On est au plus près de soi, dans le temps même où l'on ne se sait plus être soi.
Et quand on reprend conscience de soi, alors on s'éloigne de soi. Alors, Plotin décrit cette alternance entre présence à soi sans conscience et cette conscience de soi qui est en même temps éloignement, distance à soi. Il a décrit dans cette alternance dans un texte que je vais vous lire, pour une raison que vous comprendrez après. De ce retour au dédoublement, nous tirons l'avantage suivant. Nous commençons à avoir conscience de nous-mêmes tant que nous sommes différents du Dieu, puis revenant en nous-mêmes, nous possédons à nouveau le tout, indivisible. Laissant la conscience, nous revenons en arrière parce que nous redoutons d'être différents du Dieu. Nous retournons là-bas où nous sommes un avec lui, puis, si nous avons le désir de le voir, comme on voit une chose différente de soi, nous nous mettons à nouveau en dehors de lui. Bon, c'est un texte assez fascinant parce qu'il dit à la fois l'extase et la réticence, le désir de perte, de possession, de fusion, mais aussi le besoin de revenir à soi. Il dit à la fois la peur de l'union et la peur de la séparation, à la fois la peur de la fusion et la peur de la solitude. Il y a là vraiment toute une dialectique de l'extase, c'est-à-dire de l'identité et de la différence, de l'oubli et même de l'oblation de la conscience. Et cette dialectique, on la retrouve très proche, très semblable chez Georges Bataille. Je vous lis un passage de l'expérience intérieure qui est vraiment très très proche de ce texte de Plotin. Il est vrai qu'en elle, c'est Bataille qui parle, il est vrai qu'en elle, l'extase, je me perds, j'accède à l'inconnu de l'être, mais mon attention étant nécessaire à la plénitude, ce moi attentif à la présence de cet inconnu ne se perd qu'en partie, il se distingue aussi de lui. Et Bataille continue, je voulus d'abord revenir d'une contemplation qui ramenait l'objet à moi-même, comme il en est d'habitude lorsque nous jouissons d'un paysage, à la vision de cet objet dans lequel je me perds d'autrefois, que j'appelle l'inconnu, et qui n'est distinct du néant par rien que le discours puisse énoncer. Donc, ce paradoxe mystique, on n'est jamais plus soi-même que quand on n'a plus conscience de soi-même, on le retrouve quasi à l'identique chez Bataille. Maître Eckhart le formule lui aussi, lapidaire, en vérité, plus nous sommes nous, moins nous sommes nous. Bon, alors cette présence sans conscience, elle est à la fois présence à soi, à ce que Maître Eckhart nomme Dieu, à ce que Plotin nomme le Dieu, peu importe, mais c'est aussi une pleine présence aux autres. Autrement dit, c'est du point même de cette solitude, conquise sur la communauté biologique, sur le corps, sur l'individualité incarnée et biographique, c'est du point même de cette solitude que devient possible une véritable communauté. Là, on est vraiment, je crois, dans l'ordre de la solitude très peuplée dont parle Deleuze. Et donc aussi dans l'ordre de la solitude créatrice. D'ailleurs, je l'ai dit, Plotin parle aussi de l'intellect comme du lieu de la plus grande intensité vitale et d'une grande puissance. Et Deleuze, je le dis très vite, entre parenthèses, Deleuze voit dans ce deuxième principe plotinien, l'intellect, une anticipation de ce que lui-même nomme le plan d'immanence. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'on est ici à ce point, que j'ai essayé de décrire il y a 2 ans, où la dépersonnalisation est aussi le lieu d'une présence plus aiguë, plus lucide, plus intense aux autres et au monde. Quelque chose s'ouvre comme un espace intérieur, un espace du dedans, et en même temps, il n'y a plus de frontières entre dedans et dehors. Plus de partage entre le monde et le moi, parce que simplement il n'y a plus de moi, mais une pure réceptivité, et même plus que ça, une place vide, et de part en part traversée. Et il est certain qu'en ce lieu se mêlent soustraction et plénitude, solitude et peuplement. On ne l'atteint qu'à condition d'être soustrait aux nécessités de l'action immédiate, ça on le sait, et c'est pourquoi c'est un lieu luxueux, d'une certaine façon, qu'à condition d'être soustrait aussi au langage qui va avec ce régime du besoin, mais aussi à la personne sociale, identifiable et constituée, aux stratégies narcissiques, au lest biographique. Et ça, je crois, c'est très perceptible. On sent bien le partage entre ceux qui écrivent
à partir de leur moi, et ceux qui, à un moment ou à un autre, se sont laissés chahuter, parfois jusqu'au plus grand péril, et écrivent à partir de ça, c'est-à-dire à partir de plus grand, de plus fort que soi. Alors bien sûr que c'est solitaire, bien sûr que ça passe par une sécession, ou parce que Deleuze encore appelle un devenir minoritaire. C'est un devenir incertain, sans fin identifiable. Par exemple, on n'écrit pas pour devenir écrivain, ou alors si c'est le cas, on est mal barré. On écrit pour écrire, on agence sa vie autour de ce lieu vacant, sans savoir ce qui va y advenir, peut-être rien, ou rien de bien. Et en même temps, dans cette solitude-là, on est très accompagné. Pas par un ou par des lecteurs projetés, pas par un éditeur ou que sais-je, mais par soudain un autre faisceau de relations, de perceptions, déplié, plus profus, moins borné. On éprouve plus, y compris ce que Leibniz appelle les petites perceptions, c'est-à-dire y compris ce qui d'ordinaire est relégué dans l'inconscient. Et éprouvant plus, on agit plus. C'est-à-dire qu'on est à la fois plus patient et plus actif. Et c'est à peu près ça, je crois, la solitude lumineuse que décrit Plotin. C'est-à-dire indissociablement une mise en relation, une solitude, mais aussi une mise en relation multiple, profuse, à ce dont on est d'ordinaire séparé. Plotin considère que chaque âme est un point de vue sur l'intellect. Leibniz s'en souviendra quand il inventera le concept de monade, mais en même temps, qu'une fois dédevenue, comme dirait Eckhart, ou redevenue âme, elle devient point de vue total. Elle porte en soi la totalité de ce monde-là. Et avant d'écrire que nul ne peut dire dans l'intelligible, jusque-là c'est moi, le texte que je vous lisais tout à l'heure, Plotin écrit ceci. Et comme d'autres, tout aussi bien que nous, sont alors les êtres, nous sommes tous eux et nous les êtres. Donc à nous tous, nous ne faisons qu'un. Mais nous ignorons cette unité, parce que nous regardons hors de l'être dont nous dépendons. Nous sommes toutes comme une tête à plusieurs visages, tournée vers le dehors, tandis qu'elle se termine vers le dedans par un sommet unique. Si l'on pouvait se retourner, ou si l'on avait la chance d'avoir les cheveux tirés par Athéna, on verrait à la fois le Dieu, soi-même, et l'être universel. Alors, cette mise en relation avec les autres, par la dépersonnalisation et la solitude, Maître Eckhart de nouveau en parle d'une façon peut-être plus radicale. Car la communauté que Plotin abandonne à l'intelligible et au lointain que nomme son là-bas, Maître Eckhart paraît, lui, la vouloir et l'annoncer ici, déjà. Je lis quelques lignes d'un sermon. Celui qui veut se situer directement dans la nudité de cette nature doit avoir échappé à tout ce qu'il a de personnel, en sorte qu'il veut autant de bien à l'homme qui vit au-delà de la mer, qu'il n'a jamais vu de ses yeux, qu'à l'homme qui est près de lui et son ami intime. Et de nouveau, on lit quelque chose comme un écho de cela chez Genet, parlant de Giacometti. Genet parle de ces visages, de ces grandes figures isolées et qui pourtant se ressemblent, et il écrit « Cette ressemblance, il me semble, n'est pas due à la manière de l'auteur. C'est que chaque figure a la même origine, nocturne sans doute, mais bien située dans le monde. Où ? Genet finit en demandant où. Alors, cette origine, ce sommet unique, Plotin, lui, les situe clairement hors du monde, dans ce qu'il appelle l'imbien, donc son premier principe. L'imbien, c'est le seul absolu, parce que c'est simplement l'absolu. Vous savez qu'absolutus veut dire littéralement le sans relation, le détaché, le délié. L'un est le seul absolu parce qu'il est radicalement transcendant à tout, y compris à l'être. Il est au-delà de l'être lui-même, epekaina tesousias. Il n'a même pas de relation avec lui-même. Il n'a pas de conscience de soi, ni de volonté de soi. Car pour cela, pour avoir une relation avec soi-même, il faut être deux.
celui qui pense et celui qui est pensé, celui qui aime et celui qui est aimé, celui qui veut et celui qui est voulu. Pour cette même raison, l'un ne peut pas se dire lui-même. On lit dans un traité de Plotin, le traité 49, une très étrange tentative pour construire et imaginer ce que pourrait être son discours, donc ce que pourrait être le discours de l'absolument simple. Et ça donne la chose suivante. Si ce qui est absolument sans parti devait se dire lui-même, il devrait d'abord dire ce qu'il n'est pas, si bien qu'il serait là aussi multiple afin d'être un. Enfin, quand il dit « je suis ceci », si ceci est autre chose que lui, il dira faux. Et si c'est pour lui un attribut, il dira une multiplicité de choses. Si je dis « je suis ceci », ça veut dire « je suis », moi, je suis, on peut m'attribuer l'être, et en plus je suis quelque chose. Donc ça me multiplie aussitôt. Ainsi l'un, peut-être pourrait-il dire, Plotin l'envisage, simplement eimi, eimi, ou ego, ego, suis, suis, ou je. Mais cela même doit être refusé de lui, car pour le dire, pour se dire lui-même, il devrait se distinguer de lui-même, et donc il ne serait plus un. Le silence est donc, Karl Jaspers le note, le chiffre de l'absolue transcendance de l'un, mais aussi le chiffre de sa solitude absolue. Il ne peut même pas se dire lui-même, il n'a même pas de relation à lui. Alors, s'il ne peut pas se dire lui-même, on ne peut non plus rien dire de lui. Les noms mêmes d'un et de bien ne sont qu'approchés. Ainsi, écrit encore Plotin, cette chose étrange qu'est l'un, à laquelle sans doute aucun nom ne convient selon la vérité, nous l'appelons un par nécessité, pour pouvoir par ce nom nous désigner les uns aux autres cette nature. De même, le nommer bien, c'est simplement nous désigner nous-mêmes comme ses effets. Ça n'est pas dire quelque chose de lui. Alors, cependant, par-delà le raisonnement, par-delà le discours, par-delà la nomination, l'impossible discours, un contact demeure possible avec ce point principiel, avec ce point d'engendrement. Et ce contact, c'est l'expérience que l'on nomme mystique, donc la première, la deuxième pour nous, mais la première dans l'ordre du réel, la première expérience mystique. Expérience donc qui est celle d'une extase brève et fulgurante, qui est celle d'un sentiment de présence, qui est indissociablement un sentiment de reconnaissance, et que Plotin compare tantôt à une vision lumineuse, tantôt à une sorte de toucher aveugle, une union, telle qu'en elle toute distinction s'abolit, une sensation, non pas d'anéantissement, mais à l'inverse d'expansion et de jouissance, eupatheia. Or, ce n'est pas seulement l'un qui est indicible, mais aussi cette expérience. Et c'est là une autre raison pour laquelle on peut la qualifier de mystique, puisque muo en grec désigne l'acte de clore, notamment les yeux ou la bouche. Le discours vient après. C'est ça qui m'intéresse, c'est le discours qui vient après. Plotin écrit « Ce que l'âme dit, c'est lui. C'est plus tard, en fait, qu'elle le prononce. Sur le moment, c'est son silence qui le dit. Et remplie de joie, elle ne se trompe pas, précisément parce qu'elle est remplie de joie. » Donc le discours vient après. Et ce discours qui vient après, Plotin le nomme une incantation. Je vous lis de nouveau un texte. Est-ce suffisant et peut-on s'arrêter sur ces mots ? Ne faut-il pas dire que l'âme éprouve encore, et plus qu'avant, les douleurs de l'enfantement ? Peut-être faut-il qu'elle enfante dès maintenant, en bondissant vers lui, toute remplie qu'elle est des douleurs de l'enfantement. Néanmoins, il faut à nouveau recourir aux incantations, si nous pouvons trouver quelque part une incantation pour les douleurs de l'enfantement. Peut-être réussirait-on, avec ce que nous avons déjà dit, si on le répétait en incantation. Donc vous voyez que ces discours que Plotin nomme des incantations, ils agissent comme des remèdes, ils ont valeur de pharmacone. C'est le discours, c'est la parole ici qui est pharmacone, et non pas, comme chez Platon ou comme chez Derrida, l'écrit, ni comme le silence lui-même chez Échille. C'est le discours qui apaise.
En même temps, ces discours procèdent à la fois de la profusion de l'expérience fondatrice et de la conscience que le langage lui est inadéquat. Et ces discours qui dérivent de l'expérience de l'un cherchent, c'est très clair et très fascinant à la fois chez Plotin, cherchent un autre usage du langage. Un usage d'une certaine façon immanent, qui en mobilise les ressources propres, efficaces, performatives, plus que signifiantes et discursives, qui mobilise les ressources de l'image, du rythme, de la répétition. Bref, le langage qui vient après l'expérience mystique n'est plus, comme le langage ordinaire, impérieux, hiérarchique, ce langage de l'ordre et du conseil, mais poétique. C'est un langage poétique. Bon. Donc vous voyez que de la même manière qu'il maintient un lien, même qu'il tisse un lien très étroit entre solitude et relation, Plotin tisse un lien très étroit entre silence et langage. Or, ce lien sera rompu dans le néoplatonisme tardif. On lit par exemple chez Proclus que l'un est plus indicible que tout silence. On a vraiment une sorte de passage à la limite, et même qu'il est au-delà du silence. Epekaina siges. Damascius, encore après, va distinguer l'ineffable de l'un. Et de l'ineffable, il affirme qu'on ne peut dire que notre incapacité d'en parler, notre aphasie, aphasia. Il emploie ce mot grec-là, aphasia. Et ce terme-là, aphasia, me paraît aussi éloquent que l'était la profusion du silence plotinien. Car ce qu'il dit cette fois, ce n'est plus la plénitude, ni même le manque fécond, mais bien la privation et l'impuissance. On peut voir dans ce nouveau passage à la limite la volonté de dénouer le lien encore si serré qu'entretiennent chez Plotin silence et langage. L'invention donc d'un nouveau silence qui ne soit plus pour le langage son origine et sa fin, ce à quoi toujours il puise et qui toujours le relance, mais bien son abolition. Un silence que le mot silence lui-même, dont Bataille dit qu'il est de tous les mots le plus pervers et le plus poétique, en ce qu'il est lui-même gage de sa mort, un silence que le mot silence lui-même ne suffit plus à nommer. Mais ce silence est peut-être lui-même silence de mort, parce qu'il est le corrélat d'une transcendance si extrême qu'elle se confond avec le néant, et que, face à elle, on n'a plus le choix que d'une complète impuissance. Et il me semble que ce silence-là, c'est le silence bataillien, comme expérience non de la présence mais du vide, non de la puissance mais de l'impossible, non de la fusion entre le sujet et l'objet, mais de leur commune suppression. Vous savez que l'extase bataillenne est totale. Il n'y a plus de moi, mais il n'y a plus non plus de Dieu ni d'un. Il y a une sorte de double table rase, rien d'autre qu'un double néant. Bon. Donc le mysticisme plotinien, lui, n'est pas complètement mutique. Il a un rapport réticent au langage, mais il n'est pas complètement mutique. Et c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il faut encore et toujours tenter de dire l'expérience, trouver la parole qui la traduit, même si indissociablement elle la trahit. Et cette question du dire de l'expérience se confond finalement avec la question que je citais tout à l'heure, comment revenir ici après avoir été là-bas ? Cette question, avec sa traduction beckettienne, revenir est long, je ne sais pas d'où, cette question, je l'ai dit, est l'une de celles qui, pour moi, ouvre l'espace de la littérature, et plus précisément du roman. Cette forme-là, la forme romanesque, je ne l'ai pas choisie. Je crois qu'on ne choisit pas sa forme. J'ai même mis un certain temps à me réconcilier avec elle. J'y voyais, quand j'étais bien plus jeune, une sorte de facilité et même de déchéance par rapport à l'absolu littéraire, à cette pratique rare de la langue qu'est la poésie. Mais je crois à présent que le roman, ce non-genre, c'est un genre plastique pluriel qui peut accueillir tous les autres, je crois à présent, je me demande en tout cas, si le roman, dans sa forme même, n'est pas une réponse à la question qui guide ce que j'écris. Parce que justement, le roman, dans sa forme même, entrelace le là-bas et l'ici, l'éternel et le temps,
l'extase et le quotidien, les épiphanies et les moments nuls. Il ne s'installe pas d'emblée, comme la poésie, dans l'intuition, dans la présence pleine et profuse. Il dit, précisément, la descente, l'effort pour revenir, on ne sait pas d'où. On ne sait pas d'où, parce que l'expérience est double. Ce peut être celle de la jouissance ou de la déréliction. Et bien sûr, les deux communiquent. Il peut y avoir jouissance dans la déréliction dans la jouissance, bataille encore, et ce sont des choses que Catherine Milhaud a décrites aussi. Ce peut être une extase positive, comme celle que tente de dire Plotin, ou négative, comme celle de Bataille. Ce peut être l'expérience d'un au-delà ou d'un en-deçà de l'être, de la puissance profuse dont il procède ou de l'impuissance où il s'épuise. De la même manière, il y a dans le réel plotinien une étrange symétrie entre l'imbien et la matière, qui est aussi le mal, entre le premier et le dernier terme de la procession, la source même de la vie, et l'obscur qui l'abolit. Tous deux sont sans forme, l'un par excès, l'autre par défaut, et comme tel indicible. Je dirais donc que l'écriture vient comme le reste, de l'une ou l'autre de ses expériences, et peut-être du lieu où elle communique. J'écris à partir de là, et ceux que j'aime vraiment, morts ou vivants aussi, à partir de ce qui, à un moment ou à un autre, les a fait passer de l'autre côté, dark side ou bright side, peu importe. Je dirais que l'écriture s'origine dans le bord du monde, l'immonde où il se vide, ou l'arrière-monde, l'arrière-pays, dirait Yves Bonnefoy, qui l'aspire. Dans ce qui, en tout cas, ne fait pas immédiatement tout avec le monde, ne le fait donc que par la médiation de ce supplément qu'est le monde recomposé dans l'œuvre. Plotin, encore lui, dit que la forme est la trace de l'informe, et ce qui revient au même, que commente Lévinas, que l'être est la trace de l'un. Je dirais que la lettre, autant ou plus que l'être, que la lettre est la trace de l'informe. Quelle est la trace donc d'une expérience première que l'être assemblé en mots, mots assemblés en livres, tenterait sans cesse de retrouver et de recomposer, dans l'espoir toujours de la lettre, du mot, de la formule unique qui enfin les dirait. Qui enfin la dirait, cette expérience. C'est en ce sens que l'écriture est aussi tendue vers ce que la Kabbale laurianique nomme le tikkun, la réparation, ce qui borde la brisure, soude la déchirure. Elle est la quête de ce que la Kabbale encore désigne comme la lettre absente. Peut-être la consonne shin, explique Gershom Scholem dans la Kabbale et sa symbolique, ou encore une lettre inconnue, radicalement manquante, et dont le manque serait la source même de tous les éléments négatifs du monde dans lequel nous vivons. L'envers de cela, c'est que la plénitude du monde tient à la lettre, tient à une lettre. C'est que la lettre est l'instrument même de la réparation. Alors, maintenant, c'est à ce point, en fait, que commence, je crois, l'expérience véritable de la solitude. C'est-à-dire de son ombre et non plus de sa lumière. L'expérience de l'essolement, l'expérience de l'isolement. Là, on n'est plus dans ce régime de la solitude lumineuse que j'ai d'abord décrite et qui est à la fois présence à soi et aux autres. On n'est plus dans la solitude très peuplée de la première extase plotinienne, ni dans la fusion entre les deux seuls, de l'extase de l'un. On est dans le régime de l'incommunicable et donc de la brisure de tout lien. C'est ce que j'ai essayé, d'une certaine façon, de dire dans un roman déjà un peu ancien, dans deux textes un peu anciens, l'isolé et l'isolement. C'est l'inversion de la solitude amoureuse, fusionnelle, jouissive, en essolement, mais aussi le passage de la révolte, partagée dans une communauté politique et militante, à la révolte vécue comme pur écart, sans retour au monde. Je crois que l'une des questions dont provenaient ces deux livres, c'était encore et toujours celle de la descente, ou encore, pour le dire autrement, celle de la survie, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire l'inversion de la vie pleinement vécue, d'une vie de grand vivant, plus intense, plus vigilante, plus sensée,
en une vie asphyxiée, diminuée, une vie littéralement à l'ombre. Le lieu de ses livres, c'était la prison. Donc là, on passe dans la dark side de la solitude, qui va de pair avec la tentation du silence. Pas du silence profus, bavard, fécond de Plotin, mais de l'aphasie de Damasius. D'ailleurs, la question de Plotin, comment dire cela, en masque une autre, plus profonde, plus dangereuse. Pourquoi dire cela? C'est sur cette question que je voudrais finir, si vous avez encore la patience de m'écouter 5 minutes. Pourquoi dire cela, donc? Si l'expérience est celle d'une triple abolition du monde, du langage et du moi, pourquoi la ressaisir dans une conscience, un discours, et donc la porter au monde? Pourquoi ne pas se rallier à la formule de Wittgenstein, ce qu'on ne peut pas dire, il faut le taire? Le fait est qu'on ne se tait pas, qu'on continue à écrire, à parler. On continue, sachant bien qu'on sera toujours inadéquat. Et pour cette raison, on recommence. Un livre achevé, on s'engage dans un autre. On continue à border, à réparer, à repriser, à suturer. Pourquoi? La vraie question est là. Pourquoi se fier, se livrer au langage, aux autres, à ce qui, d'une façon ou d'une autre, est du même coup ressaisi par la conscience et par le moi, quand la jouissance et ou la déréliction tenaient à leur abandon, à leur abolition même? Une réponse simple et du même coup suspecte serait que c'est pour échapper à la solitude. Bon. Mais on sait, tout le monde sait, qu'écrire, créer, publier, etc., ce peut être une façon radicale d'y être de nouveau confronté à la solitude, sous la forme du malentendu, de l'incompréhension, de l'hostilité ou même simplement de l'indifférence. Autant de déclinaisons de l'incommunicabilité. Bon. Sans compter que l'on écrit aveugle en vérité à cet horizon-là. Il vous rattrape après, une fois le livre achevé, une fois que le livre est devenu un objet, et qu'il n'y a donc plus rien à faire que de le publier pour finir de s'en détacher. Mais pas pendant. Si l'on travaille dans l'idée d'une attente, de lecteurs identifiables, incarnés, on s'engage dans des stratégies de séduction, de provocation, etc., qui sont hétérogènes au processus de création. Alors, dans le cas de Plotin, une réponse plus intéressante, plus vraie aussi à cette question « pourquoi continuer, pourquoi dire cela ?» résiderait peut-être dans ce mot d'incantation que j'ai souligné tout à l'heure, dans cette idée de l'écriture comme processus incantatoire, mi-magique, mi-pharmaceutique, qui vient, disait Plotin, apaiser les douleurs de l'enfantement. Je crois que tout est important ici, y compris la métaphore génésique. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne désigne pas l'œuvre elle-même, mais le processus de création. Ce n'est pas de l'œuvre qu'il faut se délivrer. C'est le genre de choses qu'on entend souvent, et plus encore quand écrivain, on se trouve être aussi une femme. Ça n'est pas de l'œuvre qu'il faut se délivrer, c'est l'œuvre qui délivre, qui libère du trop plein, du trop grand, y compris quand ce trop grand est dans l'ordre du manque. Et là aussi, il faut prendre le langage au sérieux, à la lettre. Écrire un livre, c'est se délivrer. Peut-être aussi au sens d'ailleurs du devenir Descartes, c'est-à-dire c'est s'arracher au néant aussi, à la tentation en soi du néant. Une incantation donc, qui apaise, mais aussi qui dans le temps où elle est formulée, maintient une proximité avec l'expérience, autorise sa possible réitération, fabrique un espace intermédiaire entre son silence et le langage comme la conscience ordinaire. Cette opération a aussi ceci de magique, qu'elle transforme la solitude obscure, l'essolement, en cette solitude lumineuse, peuplée, dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que dire, ou chanter, ou incanter l'expérience, c'est la mettre en relation. C'est donc échapper à la fixité, fascinante et terrifiante, de l'extase, du cauchemar ou de la hantise. C'est les faire circuler, non pas parmi un public, une société, etc., une fois de plus, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais dans ou sous un réseau d'idées et de mots. C'est donc la mettre en mouvement, et par là se délivrer de la fusion aphasique et mortifère. Bon. Mettons que ceci, ce pourrait être une réponse plotinienne, acceptable à la question « Pourquoi encore et toujours
s'acharner à dire l'indicible. Mais je crois, et je finirai là, je crois qu'il y a une autre réponse qui suppose qu'à la question mystique de l'indicible, on associe celle de l'inaudible. Je dirais alors qu'on écrit, non seulement à partir de ce qu'on ne peut pas dire, mais pour ceux qui ne peuvent pas ou plus parler, qu'on écrit du même coup, non seulement à partir de cette solitude duelle, ce rapport fixe du seul au seul, mais à partir d'une communauté invisible, originaire, avec les radicalement solitaires, les absolus esseulés, c'est-à-dire ceux qui n'ont plus ou n'ont jamais eu droit à la parole, ceux qui n'ont pas été écoutés, ceux dont on ne parle pas, ceux qui, eux, ne sont pas revenus. Revenir est long, je ne sais pas d'où. À travers les livres, on se délivre et on tente de les délivrer, on tente de revenir et de les faire revenir. Et bien sûr, on peut imaginer qu'il y a un lien entre ces deux lieux, que l'expérience du chahut, du vacillement au risque de soi-même, rend possible la découverte de cette autre communauté, avec ceux qui ne sont pas revenus de l'ailleurs innommable. Reste que substituer ou superposer l'inaudible à l'indicible signifie que l'on écrit aussi à partir d'un autre silence, un autre silence qui n'est plus celui du langage aboli, mais du langage interdit. Un silence qui peut être aussi bien un cri, un son inarticulé, un mot incompréhensible, comme celui d'Urbinek, l'enfant d'Auschwitz dont parle Primo Levi dans La Trêve. Et dans la quête inlassable, indéfinie et à jamais insuffisante, du mot ou de la lettre, qui réparerait ce silence, articulerait ce cri, et dont la justesse serait aussi justice. Je vous remercie.